aucun soutien moral sur le terrain, aucune possibilité de travailler. Vous êtes 3 par équipage. On vous demande des fois de dégager 10-15 mecs dans un hall d'immeuble. Vous vous faites insulter, donc votre station directrice vous dit bon bah écoutez, vous partez, on n'a pas assez d'effectifs pour vous envoyer. À côté de ça, quelques heures plus tard, on vous demande de faire un contrôle routier ou un contrôle des passes sanitaires où là on vous demande une tolérance de 0 pour ces gens-là. Donc c'est insupportable, il faut vraiment que ça change. Et surtout, on a vraiment l'impression d'être faible avec les forts et fort avec les faibles, c'est exactement ça. Et de l'autre côté, on nous demande toujours plus d'interpellations, toujours plus de chiffres, toujours plus de contraventions pour pas que les chiffres suivent. C'est ce que la hiérarchie adore, c'est que l'État adore. Donc c'est tous ces facteurs-là qui, pour ma part, je pense, amènent un policier jeune à suicider. Dans la nuit de dimanche à lundi, un jeune policier de 22 ans a mis fin à ses jours à Marseille. Pierre Ludet, champion de MMA et major de sa promotion, avait choisi de suivre les traces de son père et venait d'être affecté à la brigade spécialisée de terrain du 15e arrondissement de Marseille. Ce suicide est le 9e dans les rangs de la police depuis le début de l'année. Ils avaient 22, 23, 30, 36, 43, 61 ans. Ils s'étaient engagés pour protéger leurs concitoyens, pour servir leur pays, capables d'essuyer les coups, les menaces, les insultes, les pires visions, les pires missions, les rafales d'images traumatisantes, des situations extrêmes. Et pourtant, pour des raisons que nous allons tenter de comprendre, même si dans certains cas il s'agit de raisons personnelles, ces 9 policiers ont choisi de retourner leurs armes contre eux. Alors nous avons décidé de consacrer cette revue d'actualité à ce phénomène dont on parle trop peu et souvent trop mal, en leur donnant directement la parole. Généralement haïs par les néofascistes de gauche, souvent incompris par les politiques, parfois humiliés par leur propre hiérarchie, qu'ils soient issus d'une unité d'élite comme le SDLP, de la police municipale, de la BST, de la BAC, qu'ils soient syndiqués ou non, qu'ils aient 22 ou 50 ans, tous ont accepté de sortir de leur devoir de réserve pour vous livrer leurs témoignages et vous informer des conditions dans lesquelles ils exercent aujourd'hui leur métier, si tant est qu'ils puissent encore réellement l'exercer. Vous l'aurez compris, dans cette revue, nous n'évoquerons qu'un seul sujet, il nous paraissait urgent de l'évoquer, elle s'adresse à tous et en particulier aux forces de l'ordre. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, un message vous sera justement dédié. En 2021, 35 policiers se sont donné la mort, c'est moins qu'en 2019, mais pas de quoi relativiser puisque cette année, depuis le 1er janvier, 9 ont déjà mis fin à leur jour. Nous avons voulu nous renseigner sur les raisons de ces suicides, comprendre ce qui pousse ces policiers à mettre fin à leur vie, et qu'il s'agisse de raisons personnelles ou professionnelles, tous s'accordent à dire qu'il s'agit avant tout d'un équilibre entre ces deux dimensions, entre ces deux familles, et que cet équilibre devient de plus en plus difficile à tenir en raison de leurs conditions de travail, qu'il s'agisse du manque d'effectifs, de l'opposé insalubre, d'une formation non suivie, des faibles moyens matériels, judiciaire ou psychologique. Souvenez-vous du cas de Jean-François Blochet, 38 ans, policier à la BAC de Lyon. Le 4 avril 2019, Jean-François se suicide par pendaison. Il était en instance de divorce, sa vie personnelle était donc compliquée et parallèlement, 4 ans plus tôt, il s'était blessé lors d'une épreuve sportive, ce qui l'avait contraint à renoncer à une évolution de carrière au sein du RAID. Sa mère, Dominique, avait alors expliqué dans les colonnes du Parisien qu'elle ne comprenait pas le manque d'empathie de la hiérarchie, que pour elle, toute évocation de mal-être était forcément considérée comme un aveu de faiblesse. Elle a donc décidé de se battre pour lever le tabou sur ce phénomène. Donc c'est tous ces facteurs-là qui, pour ma part, je pense, amènent un policier jeune ou moins jeune à suicider. C'est déjà pour la plupart, c'est parce que je pense qu'ils vont mal dans leur vie perso. Ils vont mal aussi pour la vie professionnelle, parce qu'on a l'impression de ne bosser pour rien. On a l'impression d'être plus soutenu. On est constamment surveillé, on est constamment filmé. Nos gestes sont constamment remis en cause. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable, il faut vraiment que ça change. Et surtout, on a vraiment l'impression d'être faible avec les forts et fort avec les faibles. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, actuellement, dans ma vie, c'est un peu ce qui se passe. C'est que ça va pas bien à la maison, comme tout le monde. On a des fois des hauts et des bas dans notre situation familiale. Vous allez au boulot, ça va pas non plus. Ça fait beaucoup. Des fois, pour des collègues, ça fait beaucoup. En sachant que les psys dans la police, c'est encore un sujet tabou. Les collègues n'osent pas se lancer, ils n'osent pas aller se présenter face à un psy. Des fois, de la peur aussi d'être un peu jugé par les collègues. Pourtant, des mesures ont été prises, des cellules d'écoute ont été créées, une politique de recrutement a été annoncée. En 2019, Éric Morvan, le directeur général de la police nationale, avait adressé une lettre aux 150 000 policiers français, les encourageant à parler sans crainte d'être jugés. Il écrivait « Il faut se confier, se persuader qu'avouer un mal-être n'est jamais une faiblesse ». En mai 2021, Gérald Darmanin avait même pris conscience de la faiblesse des moyens de la justice, pas assez de magistrats
magistrats, pas assez de places en prison. Il avait alors annoncé la création de 15 000 places supplémentaires, ce qui, en proportion avec les nombreux faits de délinquance commis chaque jour, ne résout en réalité pas grand-chose. À travers les nombreux échanges que nous avons pu avoir avec des policiers, un élément donc revient régulièrement, l'absence de réponse pénale. En mai 2021, après l'attaque du commissariat de Rambouillet qui avait coûté la vie de Stéphanie Montfermé et celle d'Avignon où le brigadier Éric Masson avait été abattu par balle lors d'une intervention, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti avaient reçu plusieurs syndicats de police qui avaient alors réclamé une réponse pénale plus ferme. Frédéric Lagache, secrétaire général du syndicat Alliance Police Nationale, avait développé le problème en ces termes: la plupart des sanctions prononcées par des magistrats ne sont pas appliquées. Dans les faits, on se retrouve face à des délinquants qui se sentent dans l'impunité totale. Ces mots ont été repris à l'unisson. Certains parlent même de soumission face aux délinquants, souvent récidivistes. Je vous laisse écouter le témoignage de ce policier à ce sujet. Admettons, par je ne sais quel miracle, vous interpellez plus tard les 2 personnes qui étaient sur le scooter, vous les remettez à l'officier de police judiciaire, vous les interpellez, vous êtes content, et puis vous vous rendez compte que quelques heures après, ils sont dehors, parce que vous n'avez pas mis telle ou telle phrase dans votre procès verbal, et que forcément, en vice de procédure, ils sont dehors, soit le jour même, soit le lendemain. Voilà, c'est à peu près la plupart des gens qu'on interpelle pour ce genre de fait, que ce soit pour du trafic de stupes, pour des cambriolages, qui sont connus et reconnus, ils sont dehors le lendemain, ou des fois le jour même. On a l'impression qu'il faut travailler pour vous attraper des délinquants, des criminels, et que le lendemain, ils sont dehors, vous avez l'impression de travailler pour du vent. D'autres témoignages vont dans ce sens, celui d'un policier de 32 ans qui écrit « Quand tu interpelles un individu pour recel de vol avec vidéo à l'appui et que la personne est relâchée 24 heures plus tard avec une faible peine et que cette même personne recommence le lendemain, on se dit que notre travail ne sert à rien. » Un peu plus loin, il évoque ces mises en cause qui connaissent les rouages de leur institution et qui savent généralement qu'ils ne risquent pas grand-chose, que rien n'est vraiment répréhensible. Résultat, les collègues finissent par ne plus relever les outrages ou les rébellions, jugeant inutile de dépenser de l'énergie pour remplir des dossiers de procédure pour des individus qui ne seraient de toute façon pas éligibles à verser le moindre centime s'ils sont condamnés. C'est ce qu'affirme cet autre policier d'Île-de-France. D'aucuns disent que le grand mal de la police est le manque de moyens. Or, il s'agit sans conteste de l'absence totale de réponse pénale. Comment garder la foi en notre métier quand les voyous ont une telle impunité? En région lyonnaise, un policier nous informe qu'une note délivrée par le directeur départemental de la sécurité publique, le DDSP, empêche depuis 2 ans les policiers de prendre en charge tout véhicule effectuant un refus d'obtempérer, hormis crime de sang, qu'il soit en voiture ou en 2 roues. Il déclare « Cela fait bientôt 2 ans qu'il nous est impossible de poursuivre les délinquants. La cause est simple, ne pas provoquer d'accident et par conséquent, ne pas déclencher d'émeutes dans les quartiers. » Autre sujet, l'emploi déraisonné des effectifs. Au SDLP par exemple, le service chargé de la protection des personnalités, dont nous avions parlé dans une précédente vidéo au sujet de la sécurité d'Éric Zemmour, le rythme peut aller jusqu'à 120 heures de travail par semaine. L'un de ses membres nous confie qu'il existe notamment des missions de complaisance dont il est difficile de se débarrasser, dit-il. Certaines personnes n'ont selon lui aucune raison d'être protégées. Il cite par exemple Bruno Leroux, ex-ministre de l'Intérieur, nommé pendant 3 mois. En 2014, les agents du SDLP dénoncent une surenchère de missions de plus en plus people. Selon eux, le gouvernement accorde à des personnalités de la presse ou du show business une protection superflue et coûteuse en effectifs, comme ce fut le cas pour le chroniqueur Émeric Caron, qui a récemment annoncé son ralliement à Jean-Luc Mélenchon. Sachez d'ailleurs que le coût d'une telle protection s'élève à 71 879 € par an et par fonctionnaire selon un rapport de la Cour des comptes publié en 2017. Toujours au sujet des effectifs, souvenez-vous des manifestations des Gilets jaunes, de cet épisode interminable où des compagnies de CRS étaient appelées chaque semaine sans repos. Nous avions justement reçu un policier à ce sujet. Il suffit n'importe qui de venir à notre place, de se prendre des pavés, de se prendre des bouteilles, de se prendre de la pisse, de la merde. On a vu de tout dans les manifestations. Faut toujours être en phase avec la société pour pas être en retard et comprendre le monde dans lequel on vit et la société dans laquelle on évolue. Il y a 2 semaines, Emmanuel Macron avait annoncé vouloir créer 10 000 postes de policiers et de gendarmes et envisager de doubler les policiers sur le terrain d'ici à 2030. Une décision a priori incontournable. Le problème, comme le rappelle Cédric Vladimir, porte-parole du collectif hors service, c'est le niveau d'admission. Aujourd'hui, un postulant peut être recruté avec 6 sur 20 de moyenne. La durée de la formation a elle aussi fortement réduit, passant de 12 à 8 mois. Bref, faire gonfler les chiffres, oui, mais à quel prix? En parlant de chiffres, connaissez-vous la maladie de la bâtonnite? Mise en place par Nicolas Sarkozy, cette politique du chiffre est simple. Une amende ou une interpellation égale 1 bâton, 2 amendes ou 2 interpellations égale 2 bâtons, quelle que soit la nature de celle-ci, et ainsi de suite. Ce jeu, entre guillemets, instaure un climat forcément malsain au sein des services de police entre la base et la hiérarchie, et une rivalité entre collègues. Plus de verbalisation, moins de discernement et moins de prévention, c'est ce que regrettait un policier en 2007 qui expliquait ceci: nous avons désormais des consignes implicites pour procéder à
plus de verbalisation et il faut faire toujours plus, sinon on nous refuse nos congés et on ne touche pas la prime annuelle. Et à la fin, forcément, les statistiques gonflent et l'état de la délinquance s'améliore. C'est beau. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'on doit faire notre boulot de façon extrêmement complexe, et de l'autre côté, on nous demande toujours plus d'interpellations, toujours plus de chiffres, toujours plus de contraventions pour que les chiffres suivent. Les chiffres, ça c'est ce qu'on adore, ça c'est ce que la hiérarchie adore, c'est que l'État adore. Voilà, il faut du chiffre pour que après on nous dise, vous voyez, on a fait tant d'interpellations ce mois-ci, tant d'affaires élucidées. Voilà comment ça se passe, voilà comment le métier de policier est maintenant. C'est malheureusement une catastrophe, j'espère que ça va changer, car on mérite pas ça, et que ça reste quand même au fond un métier qui est magnifique. Et ça, c'est vraiment dommage. À cela s'ajoute l'incohérence de certaines missions, c'est ce que nous explique ce policier lyonnais. Aujourd'hui, on te demande de contrôler des passes sanitaires dans les ERP, mais on t'empêche de prendre en charge un véhicule volé avec 4 cagoulés à l'intérieur. C'est aussi ce qu'évoque ce policier de la région parisienne. Aucun soutien moral sur le terrain, aucune possibilité de travailler. Vous êtes 3 par équipage. On vous demande des fois de dégager 10-15 mecs dans un hall d'immeuble. Vous vous faites insulter, donc votre station directrice vous dit, bon bah écoutez, vous partez, on n'a pas assez d'effectifs pour vous envoyer. À côté de ça, quelques heures plus tard, on vous demande de faire un contrôle routier ou un contrôle des passes sanitaires, où là on vous demande une tolérance zéro pour ces gens-là. Donc, 1 heure avant, vous avez laissé partir des crapules. 1 heure après, vous êtes en train de verbaliser des honnêtes gens qui ont rien demandé ou qui ont dépassé la limitation de vitesse à 10 km/h. Voilà, donc je pense que pour la plupart des policiers, ça les gave. Je peux vous dire que ça vous leur fout le moral à zéro. Nous n'avons ici évoqué qu'une partie des problèmes que rencontrent les policiers dans le cadre de leur métier. Mais avec Livre Noir, nous continuerons de vous donner la parole. Nous continuerons de valoriser votre travail sur le terrain, comme nous l'avons fait à Marseille, comme nous le ferons bientôt en région parisienne. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages, rencontrons-nous. Vous pouvez aussi venir dans nos studios. Je vous rappelle que nous avons développé un nouveau format, le parloir. Je vous laisse le découvrir sur notre site livrenoir.fr. Merci d'avoir suivi cette 4e revue. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. On se retrouve jeudi prochain à 18 h.